Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Nuggets de Denver où le coach et le manager général ont été licenciés à 3 jours de la fin de la saison régulière. On va également parler de l'élimination des Suns des playoffs et du retour de Luka Doncic à Dallas cette semaine. On évoquera également les potentielles affiches du play-in. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Je dis 3 jours de la fin de la saison régulière. On en parle 3 jours avant la fin de la saison régulière. Au final, c'est quoi ? C'est à une semaine de la fin, quoi ? Ouais, un peu plus. Un peu moins, je un crois. peu plus. Ouais, non. Un peu plus. Bref, ouais, tu penses bien que je suis dans un état de tension extrême là, Charlie. Ouais, hein, c'est ta saison là. Hein. T'as les nerfs mis à rude épreuve là. On s'amuse comme des petits fous chez les fans des Nuggets là. Tu m'étonnes. Cette fin de saison est hyper sereine. Je suis hyper content. J'adore, je kiffe. On va parler de tout ça. J'ai hâte de parler de ça avec toi et d'avoir surtout ton opinion sur ce qui s'est passé et de voir comment tu vois la suite, comment tu vois certaines choses. On va en parler très bientôt. On va d'abord parler vite fait des autres choses qui se sont passées, et notamment de Phoenix qui a été officiellement éliminé de la course au playoff mercredi dernier, mettant fin à une saison catastrophique qui restera dans les annales comme un projet de super team parmi les plus foireux de l'histoire de la NBA, clairement. Quand Kevin Durant avait rejoint les Suns en 2023, les Bookies les avaient placés devant les Nuggets de Denver pour le titre. Les Nuggets qui avaient gagné le titre en 2023, c'était une belle époque. 2024, début de la saison 2023-2024, ils étaient juste derrière Boston et Denver. Finalement, ils s'étaient fait balayer par les Timberwolves au premier tour. Cette saison, c'est un échec sur toute la ligne. L'association entre Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal est définitivement une planche pourrie. Je crois qu'ils étaient à moins 3,3 points toutes les 100 possessions selon Cleaning the Glass, avec les 3 joueurs ensemble sur le terrain, ce qui n'est pas arrivé souvent depuis leur association. On l'a dit et répété, 3 scoreurs au jeu redondant ne permettent pas de créer une équipe fonctionnelle et complémentaire. Toi et moi, on en a beaucoup parlé dans ce podcast, au fur et à mesure que cette équipe a avancé dans le temps, que les joueurs, que notamment le recrutement de Bradley Beal, tout ça. Je pense qu'on ne sait pas mentir de dire qu'on n'y a jamais vraiment cru. Jamais. Dans cette histoire. Kevin Durant semble déjà sur le départ. Devin Booker est dans le collimateur de nombreuses équipes en cas de dépeçage en règle de l'effectif. Bradley Beal a toujours sa clause de non-transfert et Dieu sait ce qu'il va vouloir faire avec. Charles, un mot, on va dire, on est arrivé au point final de cette histoire des Suns, j'ai envie de dire. Ouais, bon, on pourrait presque dire que c'est la fin d'un calvaire, hein, tellement cette saison aurait été difficile pour les fans. Non mais franchement, les fans de la franchise... Ouais, c'est la fin de cette équipe telle qu'on la connaît, articulée autour de, tu l'as dit, des Big Three les plus décevants qu'on ait pu voir. Symboliquement, c'est extrêmement violent quand on se remémore, tu l'as dit, l'opinion de beaucoup de bookmakers, mais pas que. Il y a plein de gens qui y croyaient en cette association, en cette équipe, au moment où KD rejoint. On se rappelle des déclarations de Matisse Villa, etc. Bon bah voilà, même pas de play-in, une fin de saison dans l'indifférence quasi générale, et c'est peut-être ça le plus terrible, c'est cette indifférence. Finalement, leur saison, c'est symbolique de ce qui s'est passé pour cette franchise depuis l'arrivée de Kevin Durant. Ils ont démarré fort. Je crois qu'ils sont quelque chose comme une série de 7 victoires au début de la saison. Beaucoup y croyaient à ce moment-là. On se disait alors peut-être, bon bah voilà, là on est sur 8 défaites consécutives. C'est symboliquement, c'est très symbolique de cette ère pour la franchise. Et voilà, aujourd'hui, ces Suns sont devenus le symbole des super teams qui fonctionnent pas. Bon courage au front office pour trouver des solutions cet été, parce que ça va pas être facile de reconstruire un projet cohérent sur ces ruines. La seule grande question pour moi, c'est Devin Booker en fait. Est-ce qu'ils ont tellement fait n'importe quoi qu'ils vont se retrouver à perdre leur enfant chéri, le mec qui suscite des espoirs et la fierté des fans depuis qu'il est là? Bah, bonne question, je sais pas, c'est impossible pour moi de me projeter. Je suis incapable de me projeter sur ce qui va se passer. En tout cas, Devin Booker est clairement le joueur sur lequel tu peux sereinement espérer reconstruire quelque chose. Ouais, mais c'est aussi celui qui va susciter le plus d'intérêt sur le marché, de très loin. Non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est lui qui va te permettre de récupérer le plus d'assets. Pardon, j'ai pas été clair dans ce que j'ai dit, effectivement. C'est lui qui va te permettre de récupérer le plus de pics de draft. Ça, d'ailleurs, la rumeur la plus insistante, c'est c'est celle qui dit que
Houston est sur les rangs pour le faire venir en échange des pics de draft qu'ils ont de Phoenix. Parce que c'est eux qui sont détenteurs de leurs pics de draft. Ce serait Donc, terrible. ça serait ça le deal. Le symbole Et, serait terrible. et ce serait, ouais, c'est assez vicieux. Et effectivement, le symbole est absolument incroyable. Kevin Durant, je suis pas sûr qu'aujourd'hui des équipes se saignent absolument pour le faire venir, à moins qu'il y ait la certitude que sa présence changerait le visage de l'effectif du tout au tout. Mais c'est ça le problème aussi avec Kevin Durant, c'est qu'à chaque fois c'est comme ça que ça se passe avec lui. C'est ce qui s'est passé à Phoenix, c'est qu'il arrive et l'équipe se vide de sa substance pour le faire venir. Ouais, tout à fait. Et est Oui, contraint tout d'un coup de rebâtir quelque chose un peu bancal. Et encore, Phoenix, ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y avait Ayton, il y avait encore Chris Paul, il y avait Devin Booker. Donc, il arrivait dans un contexte qui n'était pas complètement cramé. Et ça a été démantelé au fur et à mesure. Je regardais le cas enfin, les décisions passées de Phoenix. Il y a des choses quand même qui sont, et notamment depuis que Matisse Bia a pris la tête de cette équipe, a racheté cette équipe, il y a quand même des décisions qui sont complètement stupides. Enfin, il y a une vision court-termiste dans cet effectif, la gestion de cette équipe, qui est dramatique en fait. Et dans ce transfert, par exemple, dans DeAndre Ayton, qui a été envoyé à Portland, les Suns ont balancé un second tour de draft 2023 qu'ils avaient pas encore, dont ils avaient fait la sélection, mais qu'ils n'avaient pas encore vu jouer sur le terrain. Et c'était Toumani Camara, qui aujourd'hui est tout proche de faire une All Defensive Team cette saison et qui est un profil qui correspond exactement aux besoins des Suns. tout à fait. Non, En mais c'est ça. janvier dernier, ils ont envoyé leur premier pick de draft de 2031 à Utah. C'est le seul qui leur restait. Ils ont récupéré 3 autres picks de draft des premiers tours, hein, mais de moindre qualité pour espérer faire un transfert. C'était l'idée, c'était essayer de monter un transfert avant la trade deadline, qui n'a jamais eu lieu. Et si tu regardes les pics, alors les pics qu'ils ont récupérés, c'est le moins favorable des pics de 2025 entre Cleveland et Minnesota. Je crois que ce sera le pic de Cleveland, donc fin du premier tour. Le moins favorable de 2027 entre Cleveland, Minnesota, Utah et le moins favorable de 2029 entre Cleveland, Minnesota, Utah. Ouais. Et aujourd'hui, si tu écoutes Justin Zanik, qui est le GM du Jazz, il le dit volontiers que le pic des Suns de 2031 est un des assets les plus précieux sur le marché global de la NBA aujourd'hui. Et c'est bien ça le problème des Suns, c'est que toutes les décisions ont été prises à court terme. Personne n'est en mesure de dire faut arrêter de faire n'importe quoi. Là, on va droit dans le mur. On est en train de s'aborder notre avenir de manière irrécupérable pour les 4-5 saisons à venir. La situation financière de cette équipe ne leur permet plus de faire quoi que ce soit en raison de la nouvelle convention collective, où ils sont obligés aujourd'hui de matcher les salaires, sauf qu'ils n'arrivent pas à trouver des joueurs de talent avec les salaires qui composent le ventre mou de l'effectif. Donc il y a énormément de problèmes. Et ça peut expliquer notamment pourquoi, comment il s'appelle, Mac Budenholzer, le nouveau coach, le troisième coach en quelques années, a fait 33 changements de 5 majors cette saison. Il n'a jamais trouvé les bonnes solutions, jamais trouvé les bonnes combinaisons sur le terrain, et on en est là aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que la situation, elle est terrible, et c'est aussi pour ça, en fait, on est obligé aujourd'hui de se projeter sur une intersaison où Devin Booker pourrait être amené à quitter la franchise, parce que on sait très bien que lui, il y est attaché, que les fans l'adorent, etc., etc., mais en fait, aujourd'hui, ils sont dans une situation qui est tellement inextricable entre un Bradley Beal qui a une clause de non-trade, Kevin Durant qui, au début de la saison prochaine, aura 37 piges. Enfin, en fait, Et un historique de blessure qui est quand même colossal, mais oui, non, mais bien sûr. ouais, qui te donne quelques hésitations, quoi. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, Booker apparaît presque comme la seule possibilité. Ouais, franchement, moi je trouverais ça vraiment triste. Alors après, je vais pas mentir, hein, je serais très content de le voir dans une équipe comme Houston. Je serais intrigué de voir ce que ça peut donner et tout, mais je trouve qu'il était tellement, c'était tellement devenu le symbole de cette franchise. Je trouverais ça dommage. Quelque part, je vois pas Matisse Bia, le proprio, reconnaître son erreur. J'ai pas l'impression que c'est ce genre de personne. Oui, mais en fait, il est obligé de reconnaître son erreur là. Ah Enfin, je bah, il y pense. a un moment, il va être obligé. De toute façon, la punition dans son porte-monnaie direct va être excessivement violente. Donc, clairement, il va être obligé de prendre, de faire marche en arrière d'une façon ou d'une autre. En tout cas, de calmer les choses et de repenser un peu son effectif.
Bradley Beal est un vrai problème, puisque avec sa clause de non-transfert, il est maître de son destin et pas du tout le front office de Phoenix, ce qui est bien le problème depuis toujours dans la décision de faire venir ce gars-là dans l'effectif. Il y a un autre truc, moi, qui m'a extrêmement agacé dans toute cette histoire de Phoenix, c'est l'historique des coachs dans cette équipe. Là, si tu regardes du côté des insiders des Suns, beaucoup expliquent que Mike Budenholzer, qui, je le rappelle, l'été dernier a signé un contrat de 5 saisons et 50 millions de dollars, donc 10 millions la saison. Donc il vient de clôturer la première année de son contrat, d'accord. Et donc dans les insiders des Suns, ils expliquaient ah oui, mais Mike Budenholzer, rendez-vous compte, il n'est plus pris au sérieux dans le vestiaire. La plupart des joueurs le regardent, l'écoutent parler, mais le message ne passe pas, quoi. Et j'ai envie de te dire, comme Frank Vogel avant lui, Ouais. comme Monty Williams avant lui. Alors Monty Williams, à rigueur, on peut expliquer, il y avait un passif avec Ayton, à l'époque, Ayton était encore dans l'effectif. Il y avait, voilà, et Monty Williams a quand même fait les finales en 2021. Je tiens à souligner. Frank Vogel est champion NBA en 2020 avec les Lakers. Mike Budenholzer est champion avec les Bucks en 2021 face à l'équipe de Monty Williams. Tous ces coachs-là, la Frank Vogel, quand tu vois, quand il a été débarqué de Phoenix, c'était la même chose. C'était les joueurs étaient en train de s'empêcher de rigoler dans le vestiaire quand il parlait et quand il essayait de se fâcher, de taper du poing sur la table en disant vous faites pas ce qu'il faut pour. C'est pas sérieux ce que vous faites. Et tu sais quoi, Charlie, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est la culture de cette franchise, en fait. C'est les Suns. T'as trois coachs qui ont. Voilà, Monty Williams, je vais avoir plus de réserve là-dessus. Je suis pas certain que ce soit un excellent coach. Mais Frank Vogel et Mike Budenholzer, tu vas pas me dire que c'est des coachs de seconde zone non plus. Enfin, en tout cas, ça, moi, je le pense pas. Et, euh, et ça aussi, pour moi, c'est un énorme problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune culture, il y a aucune, personne ne veut prendre ses responsabilités et dire il va falloir clairement changer les choses, quoi. Il y a aucun leader dans ce vestiaire. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un gros problème de cohérence dans les constructions d'équipe? Parce que, en fait, Frank Vogel et Budenholzer, bien sûr que c'est des excellents coachs. Est-ce que c'est les coachs que toi t'aurais choisi pour cet effectif-là? En fait, on avait déjà eu la discussion au moment de la nomination de Frank Vogel, et moi je t'avais dit que j'étais très content de voir que Vogel retrouvait un banc, mais qu'on avait quand même tous les deux des réserves sur l'identité de cette équipe, en fait. Vogel, c'est avant tout un coach qui est réputé pour sa capacité à mettre en place des défenses collectives convaincantes. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cet effectif dans ce cadre-là? Et Budenholzer, est-ce que vraiment c'est un bon coach pour une super team comme celle-là? Je sais pas. Écoute, en tout cas, moi, quand je vois que Budenholzer explique qu'il a aucune idée de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, parce qu'il a eu aucun échange à ce sujet-là avec la direction de la franchise, déjà, je me dis, bon, bah, vraiment, les mecs sont pas du tout dans l'anticipation, ça fait un peu flipper. C'est Et la, en- cult- c'est la culture dont je viens de Ouais, te ouais, parler. là-dessus, je suis d'accord. Mais honnêtement, moi, Budenholzer, c'est un coach que j'apprécie. Ben, je croise les doigts pour qu'il se fasse virer, hein. Ah, mais moi aussi. Vraiment, hein, je lui souhaite qu'il se fasse virer et c'est pas du tout être un hater ou quoi dire ça, c'est juste que je pense qu'il trouvera bien mieux ailleurs. Alors peut-être pas en termes de niveau individuel des joueurs, mais il trouvera des projets qui sont beaucoup plus cohérents et beaucoup plus adaptés à lui. Je rêverais de le voir retourner aux Spurs pour prendre la suite de Popovic. Ça Ah, semblerait tellement logique. ouais, je pense qu'on est nombreux à avoir cette idée-là en tête, ouais. Mais effectivement, ce que je veux dire par là, moi, quand je te fais l'exposé que je viens de te faire concernant les coachs, c'est que elle est où la responsabilité de Devin Booker là-dedans, Charlie? Est-ce que c'est pas lui le franchise player? Est-ce que c'est pas à lui, à un moment ou à un autre, de regarder ses coéquipiers droit dans les yeux et de leur dire, attendez, c'est impossible que ça continue comme ça, cette attitude, quoi. Si, 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 oui, t'as tout à fait raison Il y a, là-dessus, ouais. il y a un moment où il faut que quelqu'un dans ce vestiaire, et c'est ça pour moi un des majeurs problèmes de cette équipe, c'est ça, c'est que ni Devin Booker, ni Kevin Durant, et Dieu sait que je le sais ça, que Kevin Durant n'est pas du tout un leader dans un vestiaire, Bradley Beal, idem, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Oui, mais Et c'est là où je te rejoins, Charlie, c'est que dans la conception même de cet effectif, il n'y a rien qui va en fait, il n'y a rien qui colle. Mais en fait, pour moi, c'est aussi un peu le problème de faire de Kevin Durant ta deuxième star, en fait. Aujourd'hui, dans quelle franchise est-ce que Kevin Durant, en débarquant, ne s'impose pas comme le patron du vestiaire?
en fait. Il y a que Steph Curry et éventuellement LeBron James qui, je pense, ont l'aura et l'impact médiatique pour prendre le dessus sur lui dans un vestiaire. Mais C'est tout à fait le problème. bah C'est ouais. tout à fait le problème c'est le problème de la carrière de Kevin Durant, j'ai envie de te dire. Et du En coup, en fait, fait, ça devient le problème de Devin Booker, c'est oui, tout on à fait. aimerait effectivement voir Devin Booker prendre le pouvoir et dire bon, ça suffit les gars, ouais, c'est ma franchise ici, on arrête de faire n'importe quoi. Sauf que dans les faits, tu sais très bien que Devin Booker, il a ni l'aura ni l'impact médiatique pour faire ça face à Kevin Durant, c'est impossible. Et Kevin Durant n'a absolument. Moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que Kevin Durant n'a jamais voulu avoir ce rôle-là. Ne s'en est jamais, ne se l'est jamais approprié et n'a jamais été véritablement un meneur d'hommes. En tout cas, toutes les choses que j'ai pu lire à son sujet, que j'ai pu- toutes les, enfin, depuis que je suis sa carrière, depuis son arrivée dans la ligue, ça a jamais été cette personne. Au début de sa carrière, on se posait la question, en tant que fan du Thunder, on se disait, on voulait que ça soit un peu un Tim Duncan, tu vois, quelqu'un qui est discret, parce que tu n'es pas obligé de l'ouvrir en permanence, d'être loquace, comment dire, de parler tout le temps. Enfin, c'est pas son style à Kevin Durant, c'est pas sa personnalité. Mais si Tout tu à regardes fait. un mec comme Tim Duncan, c'était quelqu'un de plutôt réservé, mais qui menait par l'exemple, quand il parlait, tout le monde l'écoutait parce que il en imposait. Durant, j'ai jamais l'impression qu'il a pris les choses en main à quelques moments que ce soit de sa carrière. Ouais, mais là, après, À Brooklyn, il était tout à fait content de laisser Kyrie Irving oui, mais là, on en revient à la tenir les culture de rênes, la quoi. franchise, tu vois. La culture d'une franchise comme les Spurs, en fait, les Spurs, y a qu'un seul patron dans le vestiaire et c'est Popovich, point, tu vois. C'est un peu comme à C'est un Miami. peu comme au hit. Ouais, Ouais, ouais. bah voilà, exactement. C'est comme au Miami, en fait. C'est des franchises qui sont très spécifiques de ce point de vue-là et qui sont des exceptions. Faut bien être conscient de ça, c'est des exceptions. Ouais, je pense que Durant, il aurait dû réfléchir à ça. D'ailleurs, dans la liste des équipes dans lesquelles il voulait être transféré, il y avait Phoenix, mais il y avait aussi Miami. Ouais. Et, euh, et je pense que ça aurait été une des meilleures choses qui lui soit arrivée dans sa carrière. Ah, ça aurait été De, incroyable. de tomber dans une franchise euh, où l'individu n'est pas, où on lui demande pas d'être ce qu'il n'est pas en fait. Ouais, tout à fait. On lui demande Et pas quand d'être je un dis ça porte-parole. d'ailleurs, que Kevin Durant n'est pas un leader dans le vestiaire et tout ça, c'est pas une critique. Je veux dire, tous les joueurs ne sont pas forcément des leaders. Et Kevin Durant se suffit à lui-même. C'est un joueur absolument extraordinaire. Il a un talent inouï. C'est un joueur magnifique dont je suis tombé littéralement amoureux quand j'étais plus jeune, quand je suivais le Thunder. Donc, moi, j'ai un plaisir fou à suivre la carrière de ce joueur-là. Il m'a énormément déçu quand il est parti aux Warriors, mais ça, c'est une autre histoire encore. Mais là, j'aimerais que j'aurais aimé que sa fin de carrière se passe beaucoup plus sereinement. Et là, en fait, depuis qu'il est arrivé à Phoenix, ça va de pire en pire. La situation ne fait que s'empirer à chaque saison. Et là, on atteint vraiment le sommet du ridicule, quoi. Ouais. Ces trois joueurs-là, aussi talentueux soient-ils, ne soient même pas en playoff après les attentes qui ont été mises sur sur leur éventuel parcours. C'est quand même. Pour moi, cette équipe, faut la dynamiter cet été, quoi. Très Ouais, clairement. je suis d'accord. Alors par contre, je suis pas d'accord avec toi, moi, sur la perception de Kevin Durant. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que en fait, il aurait dû développer ces qualités-là. C'est un franchise player. Il devrait être un franchise Mm, player. Il devrait avoir le leadership qui va avec. On a déjà eu plein de fois la discussion sur le tout à leadership fait. de Kawhi, sur le fait que Kawhi avait toujours besoin d'avoir un leader vocal à côté de lui dans ses effectifs, parce que sinon, bah, tout simplement, il y avait un vrai problème de leadership. Moi, pour Kevin Durant, je suis désolé, je vais pas le dédouaner de ce point de vue-là. Il aurait absolument dû développer ces qualités-là, que ça le fasse chier ou non. C'est Mm. comme ça, en fait. En fait, quand tu as son talent et son niveau, tout le monde s'attend à ce que tu sois le patron d'une franchise. Et lui-même, il a toujours voulu être le patron d'une franchise. Alors tu me diras, il est allé à Warriors, il n'était pas le patron. Ok, mais enfin derrière son départ à Brooklyn, son départ à Phoenix, enfin, en fait, tu peux pas te considérer comme un des, je sais pas moi, je sais pas s'il se considère comme un top 10 monde de l'histoire de la NBA ou pas, mais en fait, c'est pas possible d'être en dilettante et de pas être un leader quand t'as ce talent-là. Ou alors contractuellement, dans tes choix de carrière, etc., etc., tu fais les choses différemment, tu vois.
Ah mais complètement. Charlie, je suis absolument d'accord avec toi. Je pense. Après, attention, on ouvre la fenêtre on va ouvrir la fenêtre psychologie de comptoir si vous voulez bien. Je pense que Kevin Durant, ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Voilà, psychologie de comptoir, c'est ce que je vous dis. On est au bar là. Je pense que Kevin Durant est un joueur qui s'est cherché pendant très longtemps dans la ligue. Et d'un point de vue personnel, je veux dire. Sportivement, on a toujours su, comme il dit, you know who I am. Vous savez qui je suis Kevin Durant, un des meilleurs scoreurs de l'histoire de la ligue. Que Ouais. la NBA n'a jamais vu sur un terrain. Mais lui, son rôle dans l'équipe, qu'est-ce qu'il voulait être dans une équipe, quelle responsabilité il voulait avoir exactement, je pense que ça n'a jamais été clair dans sa tête. Très clairement. L'interview qu'il a donnée récemment, où il expliquait la raison pour laquelle il n'avait pas voulu être transféré en cours de saison. Et ben, j'ai trouvé que c'est une des premières fois depuis le début de sa carrière où j'ai écouté Kevin Durant en me disant il sait exactement il commence à savoir exactement ce qu'il veut. Il sait exactement pourquoi il utilise les mots qu'il est en train d'utiliser maintenant. Et je pense qu'à l'intersaison, il va être beaucoup plus, pour une rare fois dans sa carrière, peut-être, il va être proactif à essayer d'obtenir ce qu'il a vraiment envie d'avoir avant de finir sa carrière, quoi. Putain, il a 37 ans, quoi. Il était temps. Ouais, c'est comme ça, Franchement, enfin, écoute. parce que tu vois, moi je veux bien, mais si vraiment ce mec-là, il a jamais voulu être un leader et tout, mais mon gars, fallait rester à Golden State, hein. C'est juste, Ah, mais fallait mais c'est rester, tenir la main c'est de Steph exactement ce que je Curry. pense. Bah oui, Je pense le meilleur choix de sa carrière aurait été de rester à Golden State. c'est drôle quand même, parce que le pire choix de sa carrière, c'est d'avoir signé à Golden State, et le meilleur choix qu'il aurait pu faire, c'était de rester à Golden State. C'était d'assumer, en fait. Ouais, Je pense qu'on c'est serait, exactement ça, c'est je assumé. pense qu'on serait peut-être, moi, je serais peut-être un peu moins acide le concernant sur la vue d'ensemble que j'ai de sa carrière, s'il avait assumé ça jusqu'au bout et qu'il était resté fidèle à cette idée, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je comprends bien que d'être le collègue de travail de Draymond Green, ça doit pas être simple tous les jours, quoi. Et Bah, est-ce qu'il quand aurait le pas mec, fini par obtenir la peau de Draymond Green? oui, peut-être bien, ouais. Je Tu pense vois? que, ouais, ouais, En fait, le problème, c'est que là, c'est du basket fiction, tu vois, on va pas. tout à fait. Mais, Là, ouais. mais s'il était resté à Golden State, l'histoire, enfin, ce qui s'est passé dans cette franchise aurait pu être très différent. Ce qui s'est passé pour lui aurait pu être très différent. Ce qui se passe pour Curry aurait pu être très différent. Trop difficile de se projeter. Ouais. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer du côté des Suns, comment ils vont se dépatouiller de cette histoire. Et je pense que là, Kevin Durant va. Enfin, si je devais mettre une pièce sur qui bouge en premier, je pense que c'est Kevin Durant qui va commencer la danse, quoi. Oh, moi, je Et pense que c'est après, Budenholzer. après, ils n'auront pas le choix de continuer. Ouais, pour Tu moi, disais quoi? moi, je disais, pour moi, le premier qui saute, c'est Budenholzer. Ah Euh, oui, ça, oui, d'accord. Ouais. et ensuite, on verra, hein. Peut-être qu'Ishbia va essayer de se trouver un ou deux boucs émissaires. C'est quoi? C'est James Jones? Enfin, c'est qui Ouais, ouais, c'est ça, c'est lui ah, ouais, c'est lui qui décide. général manager? Bah, Ouais, écoute, on verra on bien. verra ça. Ouais. On va parler du retour de Luka Doncic à Dallas. Et donc j'ai encore des choses à dire, Charlie. Oh, bah, il y en a qui ont des choses à dire, ouais. C'était, waouh. Parce qu'il y a des choses en NBA qui sont plus importantes que les titres, et c'est ce que ça m'a rappelé ce moment. Quand on est fan, il y a le sentiment d'appartenir à un groupe soudé qui, envers et contre tout, veut croire qu'il est possible d'atteindre la terre promise ensemble avec tout ce que cela implique, des joies, les déceptions. Et tant pis si ça arrive jamais, quelque part, tu vis aussi ça en tant que fan pour vibrer dans cette expérience collective qui restera jamais aggravée dans les mémoires. J'ai pas envie de te parler de la performance sportive de Luka Doncic pour son premier match retour à Dallas. Il a été brillant. J'étais pas surpris. Euh, j'ai en revanche eu beaucoup d'émotions à le voir, les larmes aux yeux, tenter de faire bonne figure au moment où il diffusait la vidéo en hommage à ses années passées sous le maillot des Mavericks. Ça m'a renvoyé directement au choc du transfert, à l'horreur vécue par les fans, au sentiment d'injustice qu'ils ont pu ressentir au plus profond de leur âme au moment où ça s'est produit. Les nouveaux propriétaires ont souillé la plus belle chose que le sport professionnel peut offrir,
du moins aux gens comme nous, aux gens qui suivent et qui se passionnent pour un sport, pour une franchise, pour un joueur. C'est le lien entre la star et ses supporters les plus fervents, ceux qui vivent et qui respirent pour leur équipe. Les justifications de tous ces gens depuis ce transfert absurde et impardonnable sont autant d'insultes insupportables qui ne font qu'ajouter à la colère sourde ressentie par des millions de fans suite au départ et au transfert, surtout de Luka Doncic. Il n'est pas parti de son plein gré. On savait qu'il n'avait jamais voulu partir. On savait que c'était le transfert peut-être le plus ridicule jamais réalisé dans l'histoire de la Ligue. On ne peut que constater les dégâts désormais. J'ai vu cette semaine que le compte Twitter de Dallas FR comptait se mettre en retrait, laisser en plan le compte parce que il y arrive plus. Et j'en suis vraiment désolé parce que c'était un des comptes les plus cool de la commu NBA française à suivre sur Twitter, enfin sur X maintenant. Et ça me fend le cœur, Charlie. Tout ça me fend le cœur vraiment. Ça restera un des moments, c'est un des moments les plus choquants de ma vie de fan de la ligue. Et de voir ça, ouais, ça m'a vraiment ravivé les blessures de ce truc-là, quoi. Ah ouais, je comprends. En fait, c'est un peu le scénario qu'on attendait, l'émotion de Luka, le public partagé entre la tristesse, la colère, l'envie de saluer le joueur comme il le mérite. La réalité du lien entre Luka Doncic et les Mavs, c'est cet hommage, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est certainement pas les conneries qu'on a pu entendre sur son hygiène de travail ou autre. Ouais, franchement, ouais, moi aussi, je suis très honnêtement triste pour les fans de Dallas. On en a vu plein s'exprimer autour de cette rencontre, expliquer à quel point leur passion pour la franchise, mais aussi pour la NBA en général, avait été impactée par ce trade. Et je comprends très bien, personne n'a le droit de les critiquer pour ça, chacun vit sa passion comme il l'entend, et tu l'as dit, ce trade restera dans l'histoire comme un des plus aberrants, des plus incompréhensibles, et très certainement comme un des pires de l'histoire de la Ligue. Ouais, franchement, c'est un goût amer hein, en regardant ce qui s'est passé. Même moi, en tant que fan des Lakers, tu vois, on pourrait croire que je suis là à me frotter les mains, mais pas du tout, en fait. C'est une sensation qui est trop bizarre. Ouais, en fait, on a l'impression que tout le monde a un goût amer. Je sais pas à quoi ça va ressembler l'avenir à moyen terme à court ou à moyen terme de cette franchise, mais je vois pas comment ils pourraient réussir à recoller les morceaux avec les fans déçus. Même le fait de virer Nico Harrison, qui fait figure de bouc Complètement. émissaire, ça changera rien en fait. Et ouais, il y a une sensation bizarre quand on voit cette équipe, même dans les déclarations des joueurs, il y a quelque chose d'étonnant entre Anthony Davis qui refuse de répondre aux questions sur le sujet. À la limite, je peux comprendre vu sa position, mais Lively qui explique que ceux qui arrêtent de supporter maintenant le regretteront quand ils commenceront à gagner. Jason Kidd qui est fataliste et qui aimerait juste qu'on passe à autre chose et qu'on le lâche avec tout ça. Enfin, c'est trop bizarre. Il y a un trop grand décalage aujourd'hui entre le ressenti des fans et ce qui se passe dans cette franchise. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ce que t'as évoqué, le compte Twitter français, la Dallas Mavs France, son message, il est hyper poignant. Franchement, il faut aller le lire. Il met l'accent sur les émotions, sur aujourd'hui ce qui est le plus important dans le sport. On s'en fout des titres en fait. Les titres, Tout à ça fait. compte peut-être pour les joueurs, mais pour nous en tant que fans, ce qui compte, c'est l'affect, c'est l'émotion. Et ouais, franchement, je suis juste triste. Je suis juste triste pour tous les fans des Mavs et pour tous ceux qui ont vu leur amour pour la NBA dégradé par ce trade. Et en plus, enfin, tu vois, pour moi, c'est d'autant plus terrible que je supporte la franchise qui en est bénéficiaire de toute cette Mmh. histoire. Ça me donne un goût encore plus étrange, tu vois, un goût encore plus amer, comme si je sais pas moi, comme si j'avais volé, tu vois, le plaisir que je prends ou le bonheur que je Mmh. vais avoir dans les prochaines saisons en voyant Luka Doncic sous le maillot des Lakers. Ouais, franchement, c'est un trade. Je pense qu'il va vraiment falloir des années pour le digérer Ouais. et des années pour le comprendre aussi, parce que je suis désolé, aujourd'hui, malgré tout ce qui est sorti sur le sujet, malgré tous les articles, malgré toutes les enquêtes, personne aujourd'hui ne comprend ce qui s'est vraiment passé. Personne n'a de certitude, en tout cas. Mmh, 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 mmh. Tout à fait. Et ça, c'est encore plus dur, tu vois, parce que faire ton deuil, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu comprends ce qui a amené cette situation. Ouais, complètement. À Dallas, il y a des fans qui ont signé des pétitions pour que des enquêtes officielles soient menées. Bah oui, mais je comprends. On En en fait, est là. c'est tellement ubuesque, si tu veux, comme choix, comme trade, Mm, c'est tellement du jamais vu. Enfin,
Ah, moi, je suis un peu plus jeune que toi, mais enfin, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis la NBA. Je n'ai jamais vu ça. Jamais, 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 Ah oui. jamais. C'est fou. Et à chaque fois que je entends parler de transfert et tout ça, et tout à l'heure, on va parler des Nuggets. Euh, et quand j'entends parler, oui, tiens, le package, machin, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer, comment attirer une autre star et ainsi de suite, comment attirer un autre All-Star, ah oui, mais attendez, ça va coûter cher et tout. Et en fait, quand tu re-regardes le trade de Luka Doncic, il y a tellement rien qui fait sens. Mais il y a rien qui va. Y a rien qui Tout est tellement débile et fou et incompréhensible et injuste et tout ce qu'on a raconté, si tu mets ça bout à bout, mais tout est révoltant en fait. Et le texte, t'as raison, on invite tous les éditeurs tous les auditeurs à aller lire le texte de Dallas Mavericks FR, parce que ce qu'il raconte dans ce texte-là, c'est, moi je suis pas personnellement impliqué là-dedans, mais ce qu'il dit dans ce texte-là, si ça arrivait à la franchise que je supporte, aux joueurs que j'adore. C'est-à-dire que si demain, voilà, et ça on en a parlé toi et moi, euh, si demain Nikola Jokic était parti, était transféré dans je ne sais quelle équipe, pour qui, pourquoi, sans prévenir, du jour au lendemain, pour un package absolument ridicule, qui ne fait aucun sens sur tous les principes qu'on érige en règle absolue, comme sur tous les trucs qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire prendre un mec qui a plus de 30 ans avec des jambes en mousse. Euh, mais je serais exactement dans le même état que lui. Bah, Tu te rends... d'autant plus je, que, je me rends compte que ça fait des années et des années et des années que je suis la NBA. Ça fait plus de 30 ans que je suis la NBA. Si demain un truc comme ça arriverait, je pense que je lâcherais la NBA. bah, en fait, Littéralement. Je même me sans dirais, être, mais allez tous vous, stop, oui, bah, stop. d'autant plus que, Je veux plus avoir affaire à ça. Ça ne m'intéresse plus. Je suis écœuré, dégoûté. Je n'ai plus envie. Et c'est ça qui m'attriste. Et quand tu vois le zoom là sur la tête de Luka Doncic, mais comment il fait pour jouer ce match, quoi? C'est ce qu'il lui-même a dit. Je sais même pas comment j'ai fait. Et mais c'est un crève-cœur absolu ce truc. C'est un crève-cœur absolu. C'est c'est là où on voit que même lui, qui est une des plus grandes stars de la ligue, qui est l'avenir de la NBA, a été utilisé comme un pion dans un truc qui le dépasse totalement en fait. Et ça, c'est hyper dur à accepter, je trouve. ouais, ouais, je suis d'accord. Et effectivement, tu vois, tu disais si j'étais émotionnellement engagé, même sans être émotionnellement engagé, ton amour pour la NBA, il a été impacté par ce trade. Ah, Moi, mais je me souviens très je bien. suis scandalisé. Oui, oui, non, Je mais suis même au-delà de scandalisé. ça, en fait, je Hmm. me souviens au-delà de l'aspect scandale, tu vois, enfin, on a eu plusieurs discussions sur le sujet dans Hmm. les jours qui ont suivi le trade, et tu me disais toi-même, je vais avoir besoin de temps Tout à fait. pour Tout à fait. digérer ça et pour me remettre à aimer la ligue, enfin, tu vois, me remettre à aimer la NBA comme ouais, ouais, écoute, ouais, ça fait mal au cœur. Et quand même une dernière chose, je rappelle que parmi les immenses conneries qu'on a entendues après ce trade pour Hmm. justifier le move d'Harrison, on a quand même entendu des mecs qui disaient Luka Doncic se projette pas sur le long terme avec les Mavs et tout. Ouais. Franchement, regardez juste son émotion. La honte. Et je veux plus jamais entendre cet argument. Vraiment, il a C'est aucun sens. clair. Il n'a aucun sens cet argument. Et Et ouais, ça, écoute. j'y repense aussi, Charlie, parce que comment ne pas repenser à ce que lui, Luka Doncic, a ressenti au moment où il se fait transférer sans aucune information préalable, comme ça, du jour au lendemain, littéralement, Ouais, et que derrière, et que derrière, il entend dire toutes les saloperies qu'on a pu entendre il est sur gros, il lui, sur boit de la son compte. bière. Voilà, il n'est pas sérieux, il en a rien à faire de Dallas. De toute façon, il est déloyal, patati. Enfin, toutes ces. Et tu te dis, mais. Ah, il a Et été son, traîné dans la boue, vraiment. ah non, mais c'est la campagne de communication qui a été menée derrière pour essayer de justifier un truc qui est absolument injustifiable. Euh, Sportivement, en tout cas, ça n'a strictement aucun sens. Je le redirai jusqu'à la fin. Ça n'a jamais eu de sens, ça n'aura jamais de sens, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Tout ça est totalement aberrant du début à la fin. Et j'espère qu'un jour, on aura le fin mot de l'histoire de
qu'est-ce qui s'est passé? Je pense, j'y crois de moins en moins puisque ça serait problématique en termes d'image, ne serait-ce que pour la NBA elle-même, qui a envie de vite Clairement. passer à autre chose. Je souligne également que les prix des places à Dallas n'ont jamais été aussi élevés que pour ce match. Comment se faire du beurre sur le sur un coup bas quoi. Oui, et Mais puis ouais. c'est le match, en termes d'audience télé, c'est le pic de la saison. Non, non, mais bien évidemment, on se nourrit des larmes, on se nourrit de tout ça là, Ah oui, on se le nourrit du drama, spectacle clairement. dramatique. Enfin voilà, c'est. Mais tout ça est tellement peu organique, c'est tellement, je sais pas, tout ça, ça a un goût tellement désagréable que voilà, c'est pas pour les bonnes raisons quoi. Non, bah C'est ouais, pas non, pour les bonnes raisons. franchement, ouais. Voilà, moi, tout ce J'écoute que je souhaite, c'est que Luka Doncic, il s'épanouisse, quoi. Que ce soit aux Lakers ou ailleurs, hein. Je suis pas du tout là en train de tout à fait. défendre, tu vois, je m'en fous, en fait. Là, je suis pas dans le costume d'un supporter, je suis juste dans le costume d'un mec qui aime énormément le basket et la NBA, et surtout, moi, je suis extrêmement attaché aux histoires des joueurs, en fait. Pour moi, c'est ça, l'essence même du sport, c'est l'aspect affect, émotion, humain, et ça me fait, franchement, ça me fait mal au cœur, vraiment, ce début de match. Enfin, c'est cette séquence là où Luka, à la tête, essaye de masquer ses larmes et tout. Franchement, ça fait mal au cœur. Voilà. Ouais, complètement. Ouais. T'as senti un malaise entre Anthony Davis et LeBron James au moment de Bah en d'arriver fait, sur le terrain ou ouais, pas? moi j'ai en fait, mais il y a un malaise. Moi j'ai un malaise global avec Anthony Davis parce que pour moi Anthony Hmm. Davis, on n'en parle pas du tout. Hein. C'est vraiment, c'est le sujet dont on ne parle absolument pas dans ce trade, mais c'est la victime collatérale de ce trade. Qu'est-ce qu'il en a pris plein la gueule Anthony Davis suite à ce trade? Parce que en fait, il nous a tellement énervé ce trade, il était tellement incompréhensible que tu vois, les digues se sont lâchées et qu'est-ce que j'ai pu lire sur Anthony Davis, sur sa qualité en tant que joueur. Enfin, tu vois, genre lui aussi, il en a vraiment, vraiment pris plein la gueule. Probablement même, c'est sûrement lui qui en a pris le plus plein la gueule dans cette histoire, par tous les gens qui critiquaient ce trade et qui estimaient que la contrepartie était ridicule. Ce qui est vrai, mais n'empêche que lui aussi c'est un être humain et que lui aussi il en a bouffé plein la gueule. Et je pense que lui, il est en train de vivre la pire deuxième partie de saison de sa carrière, quoi. Oui, complètement. Ouais. Et ça me rend triste aussi pour lui, voilà. Je pense que, enfin, il a laissé entendre depuis qu'il est à Dallas que ce dont on avait parlé à l'époque, c'est que on sait, enfin, j'ai l'impression qu'il sait très, enfin, il est persuadé que LeBron James savait très bien qu'il allait se faire transférer. Mais oui. Et j'ai l'impression que ça passe pas bien, quoi, cette histoire-là. Et je sais pas, vous, du côté en tant que fan des Lakers, de votre côté, qu'est-ce que, comment vous voyez ça, cette association entre Anthony Davis et LeBron James, et cette fin qui est quand même, je sais pas, elle est quand même hyper bizarre, non? Bah, Ce qu'il en reste, déjà, comment on en parle? Alors je sais bien qu'il y a l'ombre immense que tu ne peux pas, à laquelle tu ne peux pas échapper de Luka Doncic bah ouais, c'est transféré ça. de Dallas aux Lakers. Mais malgré tout, moi il y a un truc dont on parle pas du tout et c'est quand même un truc qui me questionne énormément. C'est on ne parle plus du tout de cette association entre Anthony Davis et LeBron James, comme si, enfin, pas comme si ça avait jamais existé, mais presque quoi. Ils ont gagné un titre ensemble et aujourd'hui, j'ai l'impression que les fans des Lakers, on passe totalement à autre chose quoi. Mais en fait, les fans des Lakers, on a quasiment toujours été sur notre fin, enfin resté sur notre fin Mhm. avec Anthony Davis. Il y a eu les problèmes de blessures. Au final, il a passé quoi, 5 ans et demi avec nous. Sur les 5 ans et demi, ok, il y a le titre, Ouais, quand même. mais en fait, Ah, tu je veux dire, vois, c'est pas rien quoi. oui, non, mais bien sûr que c'est pas rien, mais on était quand même. Tu sais, chaque année, on avait un peu la discussion, est-ce que Anthony Davis va enfiler le costume de patron de la franchise ou est-ce qu'il va continuer Oui, à c'est rester dans sûr, on a l'ombre de eu. LeBron, machin et tout. Alors attention, hein, c'est pas que de sa faute. Pff, il y a LeBron dans ton vestiaire, tu vois, même si lui avait voulu être le patron, bah il l'aurait pas pu, mais moi j'ai quand même un peu l'impression que c'est pas dans son caractère, tu vois. Bon, ça fait un peu écho à ce qu'on disait sur Kevin Durant juste avant, c'est pas dans son Mhm. caractère d'être le leader, le franchise player. Tout à fait. Il a un peu cette passivité
qui fait qu'effectivement, c'est triste à dire parce que c'est un joueur remarquable. Anthony Davis, il est avec des très gros guillemets oubliable en fait. Tu vois, il est pas marquant comme peuvent l'être d'autres personnalités, d'autres joueurs clés de la franchise. Donc non, la page, elle est extrêmement facile à tourner parce que Luka Doncic. Voilà. C'est pour ça Hmm. qu'elle est aussi facile à tourner. Si ça avait été un autre joueur qui était arrivé en échange d'Anthony Davis, je pense effectivement que on se serait posé plus de questions. Maintenant, la responsabilité de LeBron là-dedans, bah, c'est anecdotique parce qu'il n'y a aucune surprise là-dedans, Josh. Enfin, j'en sais Non, non, mais c'est je sais simple, bien, quoi. mais je reste choqué, Charlie, du manque de camaraderie euh, envers Anthony Davis, alors qu'il a quand même, voilà, alors peut-être que c'est que 5 saisons et demie, mais il a participé à un titre. C'est LeBron James qui a tapé du poing sur la table pour le faire venir, qui nous a fait suer pendant longtemps pour que Anthony Davis soit transféré aux Lakers. Et ça se termine en eau de boudin absolu, cette histoire, quoi. Oui, mais est-ce que ça existe, la camaraderie en NBA? Enfin, tu vois, je sais pas, moi. Non, mais après, je sais pas, je m'attends pas non plus à des effusions incroyables des élans amicaux et ainsi de suite. Juste un minimum de respect, en fait, de dire Oui, bah, mais merci regarde, pour tout, ciao, quoi. regarde Milwaukee, ils ont gagné le titre avec Drew, il y avait plein d'histoires sur Drew, Chris Hmm. Middleton et Giannis qui sont super buddies, c'est génial, tout le monde s'entend super bien. Eh les mecs, ils ont été tradés sans état d'âme pour faire venir Lillard, tu vois, pour essayer de construire une autre équipe capable. Enfin, en fait, pour moi, en NBA, ça n'existe pas le principe de camaraderie en fait, tu vois. Sauf peut-être sur des histoires vraiment très spécifiques, tu vois, sur Curry et Clay, sur des mecs comme ça qui ont été qui sont là depuis le début ensemble, qui ont été draftés Oui, qui par ont la écrit même une franchise, histoire. voilà, en fait, qui ont Ouais. grandi, qui sont devenus des hommes ensemble, tu vois. Hmm. Mais sinon, en réalité, ça n'existe pas. Je crois Non, pas non, c'est sûr, mais ça existe. Et puis, tu sais, moi, j'ai grandi en voyant Boston trader Paul Pierce, Kevin Garnett, etc. Tu vois, sans état d'âme non plus. Donc, il y a un curseur que je trouve quand même assez étonnamment bas entre les Lakers et Anthony Davis, quoi. Voilà. oui, oui, non, Sans, mais ma- je comprends. Mais je te sans dis, attendre un truc de fou, juste le béaba de, je sais pas. non, mais c'est ce que tu dis est vrai, hein, et même moi, de mon point de vue personnel, tu vois, je me suis beaucoup plus attaché aux jeunes qui ont été draftés entre la retraite de Kobe et l'arrivée de LeBron qu'à Anthony Davis, par exemple. Mais c'est juste que c'est des histoires différentes, en fait. Ça raconte Hmm. des histoires qui sont différentes. Et Anthony Davis, il a aussi été très agaçant à plein de moments aux Lakers quand il refusait de jouer pivot, par exemple. Il insistait absolument pour jouer poste Ouais. 4 où on avait tous envie de le secouer comme ça et de lui dire mon gars, on est en 2025, tu vois. Bon voilà, Arrête. mais oui, évidemment, c'est un côté injuste, hein, mais de toute façon, ouais, Hmm. Anthony Davis, c'est injuste la perception qu'on a de lui. C'est ouais. Avant qu'on passe aux Nuggets, est-ce que tu as une opinion sur le fait que LeBron James est une Barbie désormais ou pas? Une Barbie. Oui, c'est le premier athlète, le premier sportif de haut niveau à être une Barbie. Ok, écoute, Allez, on bravo à enchaîne. lui, On- bravo à lui. Encore un accomplissement, tu vois, encore un record par rapport à Michael Encore un Jordan. record, Jordan, ouais. il a jamais eu de Barbie, lui, mon gars. Jordan ne sera jamais une Barbie. Voilà, Alors que tu LeBron, vois. oui. Est-ce que c'est pas la preuve que LeBron est au-dessus de Jordan? Absolument. Bah, ça y est, ouais, là, il vient de passer. C'est mon goût, ça y est. Ça y est. C'est définitif. Écoute, On j'espère que tu offriras plaisante. une Barbie LeBron aux gens que tu apprécies. Absolument pas. Non. Peut-être à toi, tiens. C'est quand Non, ton non. anniversaire? Tu me diras. Tu me diras en off. Je te la ferai livrer. Non, je C'est- crois que je crois qu'elle coûte 200, je crois qu'elle coûte 200 balles, un truc comme ça, la poupée, hein. Si tu veux savoir, mon anniversaire, c'est le même jour que celui de LeBron. Oh merde. Eh ouais, Ah, 31 ah, ok. décembre. Bon, il y en a au moins un des deux que j'apprécie alors. On va parler des Nuggets, Charlie. Ouh là là, c'est le moment tant attendu. On pensait que les Grizzlies étaient un peu fous d'avoir viré leur coach à quelques semaines des playoffs. Les Nuggets ont vu ça, ils ont dit wait, hold my beer. Sans avertissement, Josh Kroenke, le fils du propriétaire de l'équipe, a annoncé cette semaine sa décision de licencier sur le champ Michael Malone, le coach, et Calvin Booth, le manager général. Un choix sans précédent qui, selon lui, pourrait permettre aux Nuggets de sauver la saison
en créant un électrochoc au sein de l'effectif. Ce que Nikola Jokic lui-même a reconnu comme étant une possibilité après leur victoire face aux Kings. Peut-être que cela va réveiller la bête, a-t-il dit. Une bête n'est jamais aussi menaçante que quand elle est vulnérable. Les fans de Denver ne savent plus vraiment quoi croire en cette fin de saison, je dois bien l'avouer. Une chose semble certaine, c'est que la situation ne pouvait pas rester en l'état. Si l'éviction du coach et du GM peut sembler violente au premier abord, ce n'est pas totalement une surprise. Le timing en est une, certes, mais depuis le titre de 2023, les rumeurs de tension extrême entre Michael Malone et Calvin Booth se faisaient plus insistantes, plus pressantes à mesure que les mois avançaient. On a voulu croire que cela se tasserait avec le temps, mais cela n'a fait que s'accentuer. Le refus du coach de Michael Malone de jouer les jeunes recrues sélectionnés par Calvin Booth et ses équipes euh, et son obstination à donner plus de temps de jeu que nécessaire à certains vétérans, dont Russell Westbrook, ont été un des éléments clés menant à ce licenciement. C'est David Adelman qui a été nommé coach par intérim et qui va avoir l'opportunité de faire ses preuves sur le banc durant cette période assez difficile à gérer. On entend déjà des rumeurs qui annoncent la volonté de faire revenir Tim Connelly, qui avait quitté le navire des Nuggets pour rejoindre les Timberwolves juste avant la saison du titre. Tim Lloyd, qui est l'assistant de Tim Connelly aux Timberwolves, est également considéré comme un candidat sérieux. Certains fans se mettent à rêver de voir Bob Myers revenir aux affaires après son départ des Warriors. Il est actuellement embauché chez ESPN en tant qu'analyste. On verra comment la direction mènera cette embauche qui est capitale pour la suite et pour la suite de la carrière de Nikola Jokic. Personnellement, je retiens que cette période troublée, euh, je retiens de cette période troublée que Nikola Jokic a été champion NBA en 2023 sans avoir joué avec un All-Star, ni un joueur d'une All-NBA team, ni un joueur sélectionné dans une All-Defensive team, et c'est du jamais vu. Je suis heureux qu'on parle enfin sérieusement de l'urgence de ne plus voir le prime de ce joueur être gâché par le manque de talent autour de lui, parce que plutôt que de célébrer son niveau individuel historique, on passe notre temps à faire le constat que le casting autour de lui n'est pas à la hauteur. Qu'on soit bien clair, j'aime bien le supporting cast des Nuggets. Moi, je suis attaché à Jamal Murray, Michael Porter, Aaron Gordon, parce qu'ils ont gagné le titre aussi. Il y a cet affect qui est présent, bien évidemment. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, un changement de cap probablement s'impose, surtout si le parcours en play-off se révèle une nouvelle fois largement en dessous des ambitions que l'équipe devrait nourrir en ayant Jokic dans ses rangs. Et je dis bien devrait parce que là, les ambitions, c'est difficile d'en avoir étant donné la fin de saison qu'ils sont en train de sortir, Charlie. Ouais, le timing n'a aucun sens. Cette franchise est gérée en dépit du bon sens. Le fait que la situation soit devenue intenable entre Malone et Booth, moi je peux l'entendre, mais c'est justement de la responsabilité de la direction d'anticiper de cette situation et de prendre les décisions nécessaires au bon moment. Et le bon moment, ça ne peut être en aucun cas à 10 jours des playoffs. C'est impossible. Tu l'as dit, ça fait un bon moment maintenant qu'on sait qu'il y a des tensions entre les deux. Il fallait agir avant ou alors il fallait attendre quelques semaines que la saison soit terminée. L'image que la franchise renvoie en faisant ça à ce timing-là, je pense sincèrement que c'est catastrophique. Euh, je... Alors la théorie de créer un choc dans le vestiaire pour réveiller l'équipe, je trouve que c'est farfelu au possible. D'abord parce que je pense pas du tout qu'il y ait une révolution qui soit possible en une dizaine de jours. Ensuite, C'est Josh Kroenke qui l'a dit dans une ouais, je sais, ouais. interview avec la presse locale. Ouais, mais c'est bidon, enfin je pense que c'est bidon. En plus Adelman, ça fait des années qu'il est l'assistant de Malone, je vois pas Ouais, comment depuis 2017. ouais, je vois pas comment il créerait une révolution alors qu'il est imprégné de la culture de Malone. Et puis enfin, je suis désolé, mais quel électrochoc. Le problème à Denver, c'est pas que les mecs ils sont en train de dormir, hein. Il y a pas de problème de mentalité. Le problème, c'est que cette équipe, elle a pas le matériel pour viser le titre, elle a pas été construite pour, et c'est tout. Et moi, j'ai jamais été fan de Calvin Booth, tu le sais, on en a parlé plein de fois. Pour moi, il a jamais su offrir à Jokic un supporting cast digne de son talent.
Voilà, en fait, c'est marrant parce que toi et moi, à la fin du podcast la semaine dernière, on a prolongé un peu pour parler de Jokic justement, et c'est exactement ça qu'on disait. Quel joueur de la trempe de Nikola Jokic a été aussi mal entouré que lui dans l'histoire de la ligue? Mais personne, en fait. Personne. Il y a Tom Abestro qui a fait un article pour Yahoo qui liste un petit peu, justement, historiquement, les joueurs du calibre de, de Jokic, à quel point ils ont eu des joueurs All-Star, des joueurs sélectionnés dans une équipe All-NBA, donc la première, la deuxième ou la troisième équipe All-NBA, ce qui fait 15 joueurs quand même, ce qui est pas fou. Euh, ou All Defensive Team. Et si tu regardes, personne n'a eu aussi peu d'aide. Enfin, lui, il a clairement eu zéro, en fait. Ouais. C'est ça qui est absolument abominable dans cette histoire. Il y a zéro, et c'est le seul gars, le premier sur la liste, en dessous, enfin, juste au-dessus de Nikola Jokic, c'est Kevin Garnett. Et Dieu sait que Kevin Garnett, il en a perdu du temps à rester à jouer aux Timberwolves. Mais même lui a eu plus d'aide que Nikola Jokic. C'est dingue. Et c'est là où je me dis le titre de 2023 est en fait est un miracle en fait. C'est un miracle basketballistique qui s'est produit avec voilà alors les ingrédients habituels, hein, une part de chance, une part des scénarios qui se déroulent et ça se passe bien. Et puis Jokic qui a été juste incroyable. Enfin, c'est le premier joueur de l'histoire à avoir dominé les principales catégories statistiques sur une campagne de playoff. Faut jamais l'oublier ça. Ouais, non mais complètement. Ceci étant dit, quand tu regardes, il y a un article très intéressant sur ESPN qui est sorti là, et c'est ce qu'ils expliquent, c'est que Josh Kroenke a failli virer Malone et Calvin Booth. C'était un package qu'il allait faire depuis le départ, avant la trade deadline. Sauf que ils ont commencé à gagner des rencontres. Et là, je suis d'accord avec toi. Ils se dédouanent en disant ah oui, bah, les victoires, forcément, ça cache les problèmes. Mais l'importance des problèmes ne datait pas. À la trade deadline, ils étaient déjà bel et bien existants. Et si tu écoutes un petit peu les bruits de couloirs qui sortent de plus en plus, c'était d'une toxicité absolue, l'ambiance. Ouais, non C'est-à-dire mais qu'il y tout à avait fait. le clan de Michael Malone et le clan de Calvin Booth, et que même Jokic, qui n'a pas l'habitude de trop parler, commençait à dire, dans la discrétion du vestiaire, commençait à faire comprendre que c'était clairement pas une situation tenable à long terme. Et que c'était exaspérant et qu'il en avait ras-le-bol de cette ambiance absolument délétère. Donc, je suis moi, j'avais pas conscience de l'étendue du truc quand j'écoute les podcasts, les podcasts des fans des Nuggets et ainsi de suite, ou les podcasts NBA américains. Tu comprends que il y avait une certaine pression, une certaine exigence de résultats à la fin de cette saison-là, là, où on disait s'ils font pas le parcours qu'il faut, Malone risque sa tête et Calvin Booth très très certainement aussi. Calvin Booth était même certain de partir à la fin de la saison, puisque non seulement il n'a pas signé son extension, mais la direction avait enlevé la proposition d'extension de son contrat. Donc c'était sûr que lui il partait également. Là, ce qui est dramatique, c'est de se dire que il y a eu toute une histoire de clan, il y a eu toute une histoire de tension entre un coach et son général manager au détriment du sportif, au détriment des joueurs. Et le premier, c'est au détriment de Nikola Jokic qui est en train de faire une saison absolument historique et qui se retrouve pris au piège d'un espèce de capharnaüm imbitable et insupportable. Oui, C'est fou. et puis, en fait, ce qui est terrible aussi, c'est que là, du coup, en fait, on est en fait, est en train de s'ouvrir un tout nouveau narratif, tu vois, parce que l'article de Yahoo que tu évoques, c'est quand même un article dont l'angle traité, c'est de dire que Nikola Jokic aujourd'hui est dans une situation où il pourrait, où il devrait, où ce serait cohérent, qu'il demande à être tradé en fait, Tout à fait. parce que la gestion de cette franchise est, en fait, je suis désolé, mais s'il n'y avait pas Nikola Jokic, qui est un énorme arbre qui cache la forêt, on serait probablement en train de parler d'une des franchises les moins bien gérées de la ligue, tellement les décisions qui ont Ouais. été prises ces derniers temps sont aberrantes. Mais attends, mais Et quand je lis que Josh Kroenke refuse de payer un general manager de talent, en fait, que quand Tim Connelly s'est barré, il s'est dit ah bah c'est bon, je vais prendre Calvin Booth, son assistant, ça ira très bien, et qu'en fait ils veulent absolument pas dépenser de l'argent là-dedans, sur tout ce qui est front office en fait, tous les gens qui sont censés prendre les décisions, faire du scouting, identifier les talents, ils veulent pas investir là-dedans. C'est quand même lamentable.
Si t'as Jokic, il y a un moment ou un autre, faut mettre les moyens. Enfin, je sais pas, faut Alors, embaucher des gens compétents. alors déjà, oui, je suis d'accord avec toi, mais même au-delà de ça, je suis désolé, mais il n'y a pas besoin d'être un génie, en fait, pour faire ce boulot-là. Je vais redire ce que tu as déjà dit et qui est mentionné par l'article de Yahoo. Nikola Jokic n'a jamais eu un coéquipier sélectionné All-Star Game, n'a jamais eu un coéquipier sélectionné dans une All-NBA Team, n'a jamais eu un coéquipier sélectionné dans une All-Defensive Team. C'est C'est fou. c'est incroyable. C'est Et alors, zinzin. et moi, je veux bien qu'on me dise que Jamal Murray a parfois eu le niveau All-Star, mais c'est là tout le problème, il l'a parfois eu, et ça, c'est pas suffisant pour être le premier lieutenant d'un mec qui, depuis 5 ans, est le meilleur joueur de la ligue, et dont aujourd'hui, on est nombreux à se poser la question, même de sa place dans les tout meilleurs joueurs de Hmm. l'histoire, en fait. Et Charlie, juste, j'ai mis de côté un chiffre de ouf que Vas-y. j'ai trouvé, qui était lié à l'article, et il y a quelqu'un qui a fait la comptabilité. Nikola Jokic a joué 823 matchs dans sa carrière, en incluant les playoffs. Donc 100 joueurs All-Star, All-NBA, All-Defensive. Sur les plus de 5000 joueurs de l'histoire de la NBA, comment dire, qu'on pourrait qualifier de compétents, c'est le seul à avoir joué ses 700 premiers matchs en carrière sans aucun joueur sélectionné dans aucune des trois catégories. Le seul. Personne d'autre. C'est dingue. Je veux dire, là, c'est presque criminel, j'ai envie de Mais te oui, dire. non mais oui, non mais c'est C'est une blague, presque criminel, quoi. c'est un sketch. Et ouais, C'est fou. franchement c'est affligeant. Je trouve ça affligeant. Et sur le cas Malone, parce que bah, là moi je suis quand même beaucoup resté sur la construction de cette équipe qui en dépit du bon sens. Mm. Malone, moi dans l'absolu, c'est pas mon coach préféré. Je trouve qu'il a parfois montré des limites dans son coaching en playoff. Donc si en Ah, plus il complètement, ouais. s'était mis le vestiaire à dos, comme l'évoque ces athlétiques, je crois qu'il parle de ça, des passe droits à Ouais, vas-y, Gobert, Athletic, Westbrook. ESPN aussi, dans leur article paru cette semaine, ils l'évoquent aussi, ouais, Donc effectivement. voilà, la fin de l'aventure, elle était devenue inévitable. Pour autant, est-ce que vraiment tu pouvais pas attendre quelques semaines? Ou même si la tension est montée crescendo en cours de saison avec ces problèmes-là dans le vestiaire, fallait faire ça plus tôt, Mm. pardon. Ce timing-là, ce timing-là, je le comprends pas. Je pense que vraiment pour l'image de la franchise, c'est catastrophique. Alors au moins, parce que quand la news est tombée, on était tous en mode Mm. attends, s'ils ont fait ça dans le dos de Jokic, c'est catastrophique et le mec va vouloir se barrer. Au moins, on sait maintenant qu'effectivement Jokic lui-même trouvait que la situation était devenue intenable, etc., etc. Mais ouais, par pitié, entourez ce mec, donnez-lui l'équipe qu'il mérite, ou alors laissez-le s'enfuir, s'il vous plaît. Ouais. Franchement, moi, tu sais bien, j'aime bien cette franchise. Il y a plein de joueurs dans cette équipe que j'aime beaucoup. Nuggets, pardon, Jokic, je suis un fan absolu de ce mec. Mais à un moment, si tu n'as pas la capacité de lui donner l'équipe qu'il mérite, il faut lâcher l'affaire. C'est pas possible. Et pour illustrer le foutage de gueule XXL du truc, Mark Stein, il a un Substack auquel je suis abonné, et il précise, alors, Calvin Booth, c'est le gars qui a fait venir Bruce Brown et Jeff Green juste avant l'année du titre. Là. Ils étaient aux Nets d'ailleurs. Ils étaient aux Nets et il les a fait venir. Après ce move-là, dans ses 3 ans en poste, devine combien de transferts il a fait pendant les saisons. Zéro? En- Zéro. Ouais, bah ouais. Zéro. Il a fait zéro transfert. Ouais, bah C'est quand écoute. même, c'est quand même, c'est quand même excessivement drôle. Et c'est pas, il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait qu'il a signé Jamal Murray pour 4 ans à 208 millions de dollars, donc un contrat max qui va débuter, donc c'était l'été prochain. Alors que Jamal Murray, ça me fait toujours mal au cœur de critiquer ce joueur-là. Il était tellement magnifique dans la campagne de playoff 2023. Ah, mais Mais combien de temps on va... aujourd'hui, c'est-à-dire que si t'es Jokic, tu te dis, mais combien d'années je vais perdre en étant attaché à un mec qui a les genoux d'un mec de 45 ans, quoi. Mais oui, c'est ça. Je veux dire, combien d'années on va me parler de cette campagne de playoff, bordel? Ça suffit. Ah non, mais c'est clair. En fait, à quel moment tu te dis, c'était l'exception, c'est pas du tout la norme, et il faut prendre la décision difficile de se séparer
de ce joueur. Et tout à l'heure, on parlait de camaraderie, tout ça, de sentiments, d'émotions, blablabla, oui, machin. Et ben là, tu vois, pour moi, on est dans un cas de figure comme celui-ci. C'est cool que Jamal Murray ait été absolument transcendant dans la campagne de playoff de 2023. C'est magnifique, c'était beau. Il revenait de blessure, il pensait qu'il allait être transféré. Et puis finalement, non, il est revenu, ils ont gagné, c'est formidable. Là, aujourd'hui, je pense que si tu es à la tête d'une franchise comme les Nuggets et que tu as un joueur comme Jokic qui est à ce niveau d'excellence absolue dans le sport, c'est-à-dire historique, potentiel top 15, top 10, voire dans le top de l'histoire de la ligue, ce qui est absolument irréel. Tu arrêtes de l'attacher à des joueurs qui peuvent pas marcher, quoi. C'est clair. C'est pas possible. Et là, Jokic, il doit signer. Il va être éligible cet été-là. Cet été. Je crois qu'il a une option joueur en 2027, un truc comme ça. Si Ouais. tu arrives à regarder son contrat exact. 2027-2028, il a une option à 62 millions. Voilà. Là, cet été, il est éligible à une extension de contrat. Il peut signer 3 ans supplémentaires avec 212 millions de dollars à la clé. Tout le monde pense qu'il va le faire. J'aimerais croire que Jokic ne signe pas ce contrat s'il n'a pas des garanties sur la direction que va prendre la franchise. Malheureusement, Charlie, et tu vas me donner ton sentiment là-dessus, je crois que Jokic n'est pas ce genre de joueur et ça me gave en fait. Ça me saoule que ce soit pas un joueur. Alors, je comprends bien que tu es ta bonhomie, tout ça, t'es gentil, t'es compréhensif. Ouais, non, mais attends, je suis content d'avoir gagné un titre et tout. Ok, c'est cool. Mais il y a un moment, va falloir va falloir qu'il s'exprime ou qu'il assume le truc, quoi. Bah, je sais Aussi. pas. Je sais pas quel joueur c'est. Enfin, si, je sais quel joueur c'est, mais je sais pas quel bonhomme c'est, en fait. Parce que, tu vois, là, quand on l'a vu, là, dans le premier match, là, après, Ouais. Après l'éviction de Malone. on l'a quand même senti vachement concerné. Tu sens que le mec, il a quand même envie de Ah, gagner, quoi, tu mais vois. ça, on l'a toujours dit, Charlie. Croire que Jokic n'est pas concerné, c'est faux. Mais est-ce que tu penses qu'il est capable de dire aux Nuggets euh, allez vous faire cuire un œuf, bougez-moi, j'en peux plus, quoi. Soit vous faites quelque chose, soit je bouge. Je suis pas sûr que ce soit sa personnalité de faire ça. Mais De de toute vraiment façon, taper du poing sur la table. mais parce que tu penses que là, ils ont besoin que Nikola Jokic tape du poing sur la table pour comprendre qu'il faut qu'il se bouge, là? Je sais pas, t'imagines depuis le temps que ça devrait être le cas de comprendre, de saisir ce qui est en train de se passer. Ouais, mais là, il y a quand même eu un tremblement de terre. Enfin, tu vois, genre, J'espère bien. Franchement, moi, je suis pas mécontent du timing, je suis pas mécontent de ce qui se passe. Là, fallait que ça bouge. Enfin, et quand tu vois l'étendue du problème, enfin, est-ce que, c'est fou, quoi. est-ce que quelque part, et là, je vais te poser la question, c'est pas, Mhm. moi, je suis pas du tout engagé émotionnellement avec cette équipe et tout. Est-ce que là, l'idéal, c'est pas, c'est pas que la fin de saison, elle soit cata, tu vois? Est-ce que là, il faut pas leur souhaiter presque, tu vois, de se Mhm. retrouver au play-in, de finir huitième du play-in et de se prendre un bon gros 4-0 dans la tronche, tu vois? Je sais pas. Je Peut-être, sais pas. Peut-être que c'est ça qu'il faut, tu vois? Peut-être j'en sais que strictement rien. Je pense pas que ça soit. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné le titre qui sont encore dans cette équipe. ouais, ouais, oui, mais Je pense pas que ça soit la mentalité de ces joueurs-là de dire on va. Si Malone était encore en place, si rien n'avait été fait et qu'ils avaient attendu la fin des playoffs, tout ça pour faire le move, ce que tu viens de dire, je pense que c'est exactement ce qui se serait passé. ouais. Maintenant, on peut interroger la stratégie des proprios, de se dire est-ce que tu as vraiment envie de, de, de voir ton équipe lancer leur ultime force dans la bataille de fin de saison, sachant que ça va être bancal, quoi qu'il arrive, et que la probabilité que tu fasses quelque chose est absolument est quasi nulle, Inexistante, mais oui. est quasiment inexistante, très sincèrement. Je dirais jamais nul parce qu'il y a Jokic et que j'ai trop de respect pour ce joueur. C'est un all-time great, donc je dirais jamais que ce sera toujours le meilleur joueur dans n'importe quelle série qu'il jouera, à mes Non, yeux. mais oui, d'accord, mais non. Ah, écoute, c'est mon sentiment, c'est comme ça. Mais très sincèrement, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix possible, ouais. Non, non, mais Tu que te ce dis que soit le meilleur joueur. tu vas pas aller, que Jamal Murray va pas se faire les adducteurs,
que Michael Porter va pas se démonter le dos de façon dramatique ou je ne sais quoi. Enfin, là, tu perds. Alors là, c'est un peu le côté business qui est un peu froid et on sort du sportif. Mais je sais pas. Là, Je ils sais pas, sont, ils je sont sais dans pas. une situation de fou, en vrai. Ouais, et puis je sais. En fait, moi j'avoue que en fait, je commence à en avoir marre, moi, du narratif qui est autour de Jamal Murray, où on nous rabâche sans cesse ces playoffs 2023 et tout. Tu lis les articles là qui sont sortis, t'as l'impression quasiment que le responsable de la situation, c'est Westbrook avec son contrat minimum, parce que tu comprends, il a des passes droits dans le vestiaire. À quel moment on va parler du fait que Jamal Murray aujourd'hui est un des A joueurs les mis plus 6 mois à se mettre en surcotés, forme. Ouais. mais c'est un Mmh. des joueurs les plus surcotés de la ligue. Ce mec-là va Mmh. toucher 50 millions par an. Je suis désolé, c'est pas C'est normal, une quoi. absurde. Il est pas du tout à cette valeur-là, effectivement. Mais oui. C'est surpayé pour un mec comme ça, bien Et, sûr. et si demain le front office se réveille en sursaut en se disant Jamal Murray ne peut pas être le lieutenant du meilleur joueur de la ligue, eh ben bon courage les gars, parce que sous contrat jusqu'en 2029, avec quasiment 60 millions par an en 2028-2029, vu ce qu'il nous montre, Mmh. bah ça va pas être facile à traîner, hein. À la vue des contrats, Charlie, quel joueur tu penses entre Michael Porter Jr. et Jamal Murray? Quel joueur est le plus facile à remplacer selon toi? Jamal Murray. À remplacer, hein. Oui, oui, à remplacer, c'est-à-dire tu te sépares d'un contrat pour gagner en flexibilité, parce que c'est pareil, ça il faut bien le souligner, c'est-à-dire que commencer à faire rouler les scénarios en disant ouais j'aimerais pourquoi on fait pas venir tel joueur et pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça. Il y a une réalité financière qui de toute façon aujourd'hui les contrats qui ont été donnés dont des contrats un peu idiots avec des options joueurs à Zik Naji, qu'est-ce que tu vas donner? Ça c'est Calvin Booth qui l'a fait signer et à Dario Saric et à Russell Westbrook. Ils ont tous des options joueurs. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Écoute, je pense C'est que stupide. Et en fait, la question c'est ça, c'est quel joueur entre Murray et Michael Porter Jr. est le plus facilement remplaçable aux côtés enfin, dans la production et qui ne compromet pas forcément l'avenir de la franchise. bah je ouais, je pense que c'est Murray en fait, parce que je pense que c'est celui qui va te libérer le plus d'espace dans le cap. Je pense que c'est celui qui aujourd'hui, et c'est quand même fou de dire ça quand on le compare à Porter Junior. Je pense que c'est celui qui physiquement aujourd'hui présente le plus d'incertitudes. Et je pense qu'en termes de profil aujourd'hui, Porter Junior, il a un profil qui est précieux en fait. Il a un profil qui est très précieux. Je dirais une chose, c'est que Jamal Murray, en playoff, son plafond est énorme. C'est-à-dire que il a quand même démontré plusieurs fois, Oui. en 2020 et en 2023 notamment, sa capacité à se sublimer en playoff, à devenir un autre joueur que ce qu'il est en saison régulière. Maintenant, là aujourd'hui, avec le temps qui passe et ce qu'on constate année après année, saison après saison, c'est quand même un joueur ultra risqué en fait. J'aime beaucoup Jamal Murray parce que j'aime cette équipe, j'aime cette franchise, j'aime son duo avec Jokic, bien évidemment. Mais je pense que j'ai plutôt tendance à penser comme toi sur ce sujet-là. Mais C'est pas facile pour moi de l'admettre parce que j'ai l'impression de dire un gros mot, tu vois, d'être insultant quelque part envers Jamal Murray et surtout le côté le côté le nombre de matchs qu'il a gagné, le nombre d'exploits qu'il a pu faire dans des matchs playoff coup près et des joueurs comme ça, des joueurs qui sont capables de faire ça sur un terrain en playoff dans une atmosphère ultra tendue, ça court pas les rues, Charlie. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me va pas avec Jamal Murray, c'est sa tendance à se blesser tout le temps, quoi. Et je pense que le fait que Jokic soit attaché dans sa carrière à ce joueur-là le dessert aujourd'hui plus tout à que ça fait. ne le sert. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et attention, hein, moi, Jamal Murray, je suis pas un hater de Jamal Murray. Juste, en fait, il aurait un contrat différent. Un contrat Mhm. comme celui d'Aaron Gordon, par exemple, tu vois, entre 20 et 30 Ouais, millions. Mais personne dirait rien. Personne ne tout à serait fait. choqué. Il y aurait aucun problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a signé une extension qui est déraisonnable au regard de son apport, au regard de sa fiabilité physique et au regard des attentes qu'il y a autour de cette équipe. Et de ce que ça coûte financièrement au club de le signer à ce prix-là par rapport et toutes les privations que ça implique. Bah oui. C'est ça qui colle pas en fait dans l'histoire.
Ouais, voilà, franchement, mais par contre, il faut dire un truc, et ça, tu l'as dit déjà dans ton introduction, et tu as tout à fait raison, et je suis très content. Enfin, on a cette discussion sur sur le casting qui est autour de Nikola Jokic. Ça Ouais. fait des mois, voire des années que toi et moi, on en parle en off et qu'on dit, mais ça n'est pas Ah, possible d'avoir un c'est mec fou. aussi fort, aussi mal entouré. Quand je repense aux discussions qu'il y avait sur LeBron, sur le Cleveland de LeBron, sur ses premières saisons avant qu'il se tire à Miami, mais Jokic, il rêve d'avoir un supporting cast aussi Ouais, ouais. impactant presque et c'est fou de se dire ça, c'est fou de se dire ça. Ouais, complètement, ouais. C'est- D'ailleurs, LeBron, bizarrement, dans sa carrière, n'a pas été dans le classement mis en place par Thomas Bostro, là, ce qui est absolument fascinant. euh, il a pas joué avec tant que ça, finalement, de joueurs, je veux dire, qui ont qui ont eu toutes ces accolades, quoi. C'est assez marrant. Il y en a, donc, parmi ses coéquipiers, il y a 12 joueurs, enfin 12 fois où, enfin 12 occurrences. Ouais, 12 All Le League plus, c'est accordés. Magic Johnson avec 35, Larry Bird 32. Alors, en même temps, c'est pas compliqué. Stephen Curry 27, Karl Malone 25, Kobe Bryant 22, Shaquille O'Neal 21. Donc ça, c'est les chiffres que je vous dis, pour être clair, c'est l'addition du nombre de coéquipiers All-Star, All-NBA et All-Defense qui ont joué avec ces joueurs-là au moment où il jouait. Quand tu C'est-à-dire que, penses par exemple, parce qu'on pourrait dire, ah oui, mais attends, Paul Millsap, il a été All-Star, il a joué avec Jokic. Oui, mais il n'a pas été All-Star en jouant avec Jokic. quand il jouait avec Jokic. C'est Quand très tu penses que différent. même James Pareil pour Russell Harden en a Westbrook. 16. Ouais. 16 All League Awards parmi ses teammates. C'est dingue! Donc, non, mais ce classement est fou, en fait. Ce Ah mais classement est cet totalement article de fou. Yahoo, il est franchement, quand tu lis cet article, tu le finis, tu te dis non mais ce mec doit s'enfuir. Nikola Jokic doit s'enfuir. Il doit fuir. Enfuis-toi. Casse-toi de là, putain. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est le titre, hein, c'est Nikola Ouais, Jokic a tous les droits de demander un trade. Bah oui, c'est vrai, il a ouais. tous les droits. Est-ce qu'il le fera pour autant? Pas sûr. J'en doute. En tout cas, j'aimerais vraiment qu'à l'intersaison, là, j'espère vraiment que Denver va arrêter de faire n'importe quoi et corriger le tir. Très sincèrement. J'espère vraiment que ça sera le cas. On va terminer le podcast, Charlie, en parlant du play-in. Denver pourrait très bien être au play-in. Ouais, C'est assez fou de se dire ça. On va parler de la conférence Ouest, tant qu'à faire. Le truc, c'est qu'on voulait faire un peu les affiches du play-in, sauf qu'il n'y a absolument rien qui est calé, donc on va pas faire ça. On va juste peut-être parler, toi et moi, des possibilités, enfin de qui on aimerait voir faire partie des 8 derniers, on va dire, dans la conférence Ouest. Moi, c'est assez simple. Conférence Ouest, j'ai vraiment envie de voir et les Grizzlies et les Timberwolves passer, enfin garder le classement tel qu'il est à l'Ouest aujourd'hui. Et voilà, et ce qui veut dire que les Kings et les Mavericks restent en plan. Les Mavericks, j'ai clairement pas envie de les voir en playoff. Ce serait ouais, pour c'est moi clair. Je pense que personne n'a envie, ouais. une, une purge pas possible. Euh, et les Kings, bah, je suis triste pour eux, hein, les Sacramento Bulls, avec Zach Lavine et DeRozan, mais ouais, pas trop ma cam. Donc voilà, je serais plutôt Timberwolves Grizzlies euh, en, en définitive. Et j'espère que les Nuggets vont pas descendre dans ce foutu play-in, parce que j'ai pas envie d'avoir une crise cardiaque la semaine prochaine. Écoute, moi j'espère quoi qu'il arrive que ceux qui sortiront de ce play-in seront les septième et huitième en fait, que la logique sera respectée parce qu'il y a un écart qui est vraiment conséquent entre le top 8 et le reste. On a une fin de saison à suspense parce que ces équipes-là qui sont entre la troisième et la huitième place font une grosse saison, ça fait plaisir et c'est un sujet qui est récurrent chaque année maintenant depuis l'instauration du play-in. Moi je suis vraiment en faveur de la mise en place d'un écart limite pour participer au play-in. Là, la saison n'est pas encore terminée, mais on pourrait avoir 7 ou 8, voire même 9 victoires d'écart entre le huitième et le neuvième, et je trouve ça absolument injuste que malgré cet écart, sur un seul match, tout puisse s'envoler.
J'ai absolument rien contre les Kings et les Mavs, hein, très loin de là même, mais vraiment ce format, moi Mmh. j'ai des doutes, tu dois imposer une limite. On en avait, en fait, on a déjà eu cette discussion-là l'année dernière, parce que l'année dernière, à l'Ouest, c'était l'inverse. En fait, à l'Ouest, du top 7 au top 10, il y avait que 3 victoires d'écart. Là, il y a aucun problème avec le principe du play-in. Par contre, à l'Est, on avait Sixers et Heat 7e et 8e avec 47 et 46 victoires. Et très loin derrière, on avait les Bulls et les Hawks avec 39 et 36 victoires. L'écart, il est colossal. Et moi, ça me dérange. Franchement, ça me dérange vraiment ce Mmh. format actuel, quoi. Moi, je persiste à dire que la mission est remplie. Du point de vue de la NBA, la mission est remplie dans le sens où, si tu vois la fin de saison qu'on est en train de vivre là, et les fins de saison depuis qu'il y a le play-in qui est mis en place, ça rajoute de l'intérêt. Et on n'a plus, je sais pas si tu te souviens de cette époque-là, mais à l'époque où il n'y avait pas le play-in, la fin de saison était une horreur absolue. Mais attends, je suis T'as désolé, des mais équipes qui jouaient plus du tout. là, à l'Ouest, qu'est-ce que le Euh, play-in ajoute là? Non, bah rien, non, mais Bah voilà. d'accord. Mais c'est pas comme ça tous les ans. Et je veux dire, là, ça reste intéressant. Alors, il y a un côté injuste, j'entends tout à fait ce que tu dis, mais je persiste à dire que du point de vue de la NBA, commercialement parlant, en termes de produits, en termes de dire, on va vous proposer des matchs, parce que là, Sacramento et Dallas, ils vont s'éliminer l'un l'autre, ça veut dire que soit Memphis, soit Minnesota va jouer sa place face aux gagnants de cette rencontre-là. Ouais. S'ils perdent, effectivement, c'est hardcore, quoi. Si Mais tu es moi, fan de Memphis ou de Minnesota et que ton équipe se fait sortir comme ça, alors qu'il y a autant d'écart entre ton équipe et Sacramento ou Dallas, effectivement, t'es absolument vénère, quoi. Du point de vue de la NBA, c'est justement l'objectif, c'est de vendre l'espoir absolu, de dire, ah, regardez, si vous accrochez cette 10e place et si vous continuez de vous battre jusqu'au bout pour l'avoir, eh ben vous pouvez quand même faire les playoffs. eh ben moi, je Sauf pense qu'après, ça va se terminer sur un espèce de truc absolument lamentable au premier tour avec le premier, le huitième, ça se termine en gifle absolue, quoi. Bah moi, je pense que si tu instaures une limite de victoire d'écart entre le huitième et le neuvième, par exemple, et ben Ouais. Ah oui, tu d'accord. Ouais. eh ben oui, tu mets encore plus de suspense dans cette fin de saison en fait. Parce que là, les Kings et les Mavs, ils sont obligés de jouer tous les matchs à C'est pas 2000% con. pour C'est pas con essayer de du tout, suivre ouais. le rythme de Memphis et de Minnesota. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, allez, ils se battent un peu pour savoir qui aura l'avantage du terrain. Mais c'est minime, tu vois. Bah moi, pour moi, si tu instaures une limite, eh ben, au contraire, tu renforces encore plus le fait que la fin de saison, elle a de l'enjeu et que même les mecs qui sont déjà assurés d'être au play-in, eh ben, ils ont tout intérêt à se battre pour y être. Parce que s'ils dépassent une limite de, je sais pas, 3 victoires, 4 victoires, 5 victoires, peu importe, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fixe, là, tu rajoutes, à mes yeux, encore plus de suspense, en fait. Et j'entends très bien les gens qui vont me dire, il n'y a pas besoin d'une limite, de toute façon, si les septièmes et huitièmes sont bien meilleurs que les neuvièmes et dixièmes, il n'y aura pas de problème, ils gagneront sur le parquet. Et ça Ouais, reste un sur match. un match, oui, Tout sur un peut match, arriver sur un tout match. peut Ce arriver. qui fait le sel et la cohérence des playoffs NBA, c'est le principe de série. Là, on a un seul match. Sur un seul match, une équipe qui a plus de 45 victoires peut voir sa saison s'arrêter. Je suis désolé, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Hmm. Écoute, on verra. Je sais pas si c'est des conversations qu'ils ont au sein de la NBA de mettre une limite comme ça Bah, de en tout cas, ça victoire. avait été évoqué à une époque, Hmm. mais je sais pas du tout, je Parce sais pas. que moi, comment je vois ça, je vois pas pourquoi la NBA romprait avec ce qu'ils ont mis en place. Parce que justement, ce qu'ils veulent, c'est vendre de l'espoir aux franchises qui sont dans le ventre mou du classement, quoi. Bon, moi, je pense que Et que ça réussit. Et ça pour moi, réussit le plutôt seul bien. moyen qu'il se passe quelque chose, c'est une année où il y a vraiment un truc aberrant qui arrive. Et ça pourrait être cette année, hein, moi, j'y crois pas une seule Hmm. seconde, je t'avoue. Mais tu vois, si par exemple les septièmes et huitièmes là finissent à 49 victoires et que les Mavs et les Kings restent bloqués à 38-39, on aurait plus de 10 victoires d'écart. Je suis désolé, mais s'il y a un upset, Ouais, c'est un scandale comme on en a c'est peu connu en NBA. c'est clair. C'est un scandale, vraiment. C'est Les Kings, ouais, écoute, on verra. Ils ont eu des victoires sympas en plus, bah ouais, un petit peu là. ouais, C'est un peu ouais, ouais. relou. Ils sont un peu relous parfois les Kings.
Non, mais tout à fait. Après, bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai écart entre le top 8 à l'ouest et le 9-10. Mais encore une fois, sur un match, tout est possible. Conférence Est, à part Orlando qui est. Enfin, non, non, mais Orlando va faire le play-in. Ouais. À l'Est, qui tu aimerais voir sortir de ce tournoi? C'est un crève-cœur pour moi. Oula, qu'est-ce que tu vas dire? Non, Tu me mais en fais fait, peur. c'est un crève-cœur parce que franchement, les quatre équipes là, j'ai pas envie d'en éliminer. Ah, si, allez, à C'est la vrai que limite. c'est vrai que c'est pas facile. Non, mais tu vois? Je me suis fait exactement la réflexion tout à l'heure en préparant l'émission. Je me suis dit, mais en fait, il y a aucune des quatre que j'ai envie de virer en fait. Exactement. Ben voilà, exactement. Orlando, franchement, ils ont été longtemps dans Même le top 5. Chicago, Charlie. Même Mais attends, Chicago. C'est Chicago, pour te c'est dire. trop bien, hein. Leur Mais grave. dynamique là, avec les progrès de Mais Guidi, grave. le duo avec Kobe White, j'ai pas du tout envie, hein. Moi, tu sais que moi, Boudzelis. je pense que Chicago, il passe, hein. Non mais. Non, non, moi j'ai envie que ce soit Orlando parce que Orlando quoi. Je kiffe Ouais, cette mais du coup, équipe Orlando, et après la saison de fous qui viennent de se taper, j'ai bien envie de les voir passer et j'ai envie de voir passer les Hawks. J'ai envie que Zachary qui termine tellement en boulet de canon ah ouais, il là, est c'est incroyable. tellement génial, putain. C'est tellement bon de le voir jouer comme ça, c'est Ouais, il tellement aura pas le rookie de l'année, mais au moins les playoffs, tu veux. comment il régale en fin de saison, c'est trop bien quoi. Et Trae Young, mais putain, mais qu'il faut respecter Trae Young sérieusement quoi. Mais tu sais qu'il va être, enfin, il est compliqué à pronostiquer, hein, parce que, enfin, sur le papier, des quatre équipes, celle en qui j'ai le moins confiance, a priori, c'est Miami. Mais Oui, oui, c'est Miami. J'en sais attends, rien en vrai, Charlie. qui a envie de jouer sa saison sur un seul match face à une équipe coachée par Spoelstra? Ah non, mais clairement, c'est Ah, un c'est enfer. horrible. C'est Ouais, un c'est horrible, enfer. je sais pas. En plus, c'est ceux qui ont le plus d'expérience du play-in, je pense, Miami. Ils l'ont déjà joué 3 ou 4 Ah ouais, fois. ouais, Ah, ouais, non, mais Atlanta aussi, il a pas mal joué quand même. ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Allez, Ouais, moi, je vais dire Orlando-Chicago. Orlando, Chicago. Ok, on verra ça. Eh, Charlie, vite fait là, parce que Ouais, j'arrête pas de penser à ça ces derniers temps, et on va en parler quand on fera la preview des playoffs. Les Clippers, ouais. la saison de fou quand même. Je suis content parce que toi et moi, on en a parlé toute la saison des Clippers. J'en ai parlé dès le début de la saison. D'ailleurs, j'avais dit, c'est une des équipes qui, pour moi, est une des plus intéressantes à suivre. J'ai essayé plusieurs fois de dire, regardez James Harden ce qu'il est en train de faire aux Clippers alors qu'il n'y a personne. Alors l'efficacité n'était pas forcément au rendez-vous, mais et le fait que cette équipe soit là et que tout d'un coup elle commence à faire flipper pas mal de gens. Là, ils sont sur une série de 6 victoires, ils sont 8 victoires, 2 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Ils ont fait des moves en périphérie, ils ont essayé d'améliorer l'effectif, tout ça. Ivica Zubac, une saison de malade. Norman Powell, idem. Kawhi Leonard qui reprend des couleurs. Franchement, Charlie, je vais pas remettre une pièce dans la machine Kawhi. Pas du Oh tout. non. Je suis pas du tout prêt à faire ça. Beaucoup trop de fois désillusionné pour faire ça. C'est comme avec Zion. Mais, mais la saison des Clippers, franchement, elle est folle. Ouais, bah C'est ouais, une ouais. des, c'est une des plus belles saisons de l'année. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Je suis d'accord, je suis d'accord, ils font une super saison et Kawhi fait flipper, hein. Franchement, Kawhi, s'il se pointe en playoff en forme, mais bon, après voilà, on dit ça chaque année et chaque année on est déçu, donc on va pas se Et faire d'illusions. justement, Charlie, je te dis ça parce que j'ai peur de ce que je vais dire pendant la preview. Je pense que Ah je vais être oui. beaucoup trop enthousiaste. Bah, faut voir qui Je pense sera que leur je vais être beaucoup adversaire, trop enthousiaste. parce qu'en Très plus, sincèrement. attends, c'est quoi leur calendrier? Les deux derniers matchs qu'il reste, ils se déplacent à Sacramento et ensuite ils se déplacent chez les Warriors. Ouais, ouais, on peut quand même espérer qu'ils soient qualifiés directement, mais Ok, clairement, le meilleur calendrier, là, c'est quand même les Nuggets qui jouent. Alors attends, ils jouent ils Memphis reçoivent Memphis et ils se déplacent à Houston. Memphis ce soir et Houston dimanche à 9h30. Ouais, ouais, ouais. Tu peux être sûr qu'à 9h30 dimanche, je suis devant ma télé, quoi. Non, mais en plus, enfin, en fait, là, des équipes play-in à l'Ouest, ceux qui sont le mieux quelque part, c'est les Wolves, hein. Les Wolves, ils ont gagné le match qu'il fallait surtout pas perdre face à Ouais, Memphis la nuit dernière, et là derrière, carrément. ils reçoivent Brooklyn et ils reçoivent le Jazz, hein. Ah ouais, non, mais c'est parfait. C'est pas mal, quoi.
Franchement, ouais, je vais te bombarder de messages quand on aura le classement final. Lundi, je vais te harceler. D'ailleurs, chers auditeurs, pour vous tout vous expliquer, donc on l'avait déjà dit, on le redit une dernière fois, le prochain podcast, ce ne sera pas vendredi prochain. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas calé, il y aura le dernier match du play-in à jouer. Donc, Charlie et moi, on va vous préparer tout ça du mieux qu'on peut. Et samedi matin, on va se retrouver, lui et moi, pour faire les dernières affiches. Et on sortira le podcast samedi dans la journée. Voilà. Vraiment du juste à temps, quoi. Juste avant le début des playoffs. Charlie, tu es d'accord avec Ouais, cette ouais, tout à fait. organisation ou pas? Je suis Tout pas à en train fait, de tout à mentir. fait. Je t'en ai parlé, hein. Oui, oui, Bah, non, pas bien du sûr. tout. Non, non, mais excuse-moi, en fait, j'étais concentré. En fait, je regardais les Nuggets parce que, Non, mais en fait, les Nuggets, ouais, ils vont vraiment glisser, hein, parce que les Wolves ont le tiebreaker sur eux. oui, bah ça va, Là, Charlie, si, on le non, mais sait. attends, s'ils perdent cette nuit contre Memphis a le tiebreaker sur eux aussi. Tu sais qu'il y a vraiment un monde où ils se retrouvent huitième, hein, à Denver. Ah mais je sais très bien, mais moi je suis parti pour le play-in, Charlie, tu le sais. Aïe, 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 aïe. J'ai sorti le kit play-in, brisé en cas d'urgence. Je suis tellement dépité, la vache. Merci, Charlie. Bah, écoute, merci à toi. C'était cool. Tout à Ça fait fait. toujours du bien de te parler. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Puis on était parti pour faire un podcast. Je voulais faire un podcast court et on est à 1h, je sais pas combien, là, 1h25, là, c'est pas possible. On se retrouve la semaine prochaine, donc samedi prochain, pour la preview des playoffs. Ça y est, on entame les choses sérieuses. On a tous hâte d'y être. Et donc, vous aurez nos pronostics la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end. À la semaine prochaine. À ciao, bye bye.